Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un musicien de talent et une véritable rockstar. Je reçois également un metteur en scène, un visionnaire, un acteur et un styliste. Si l'on se fiait à mes paroles, on pourrait croire en ce moment que le studio est rempli de monde, alors qu'en réalité, il n'y a qu'une seule personne devant moi. En véritable coup de maître de son art, il manipule ses talents pour recréer la musique des années 70 et nous l'offrir dans le contexte contemporain. Sans plus tarder, mettons en lumière l'artiste que je reçois aujourd'hui. Veuillez accueillir comme il se doit Étienne Côté du projet Lumière. Salut. Ça va-tu bien? Oui, ça va très bien. Super! C'est flatteur comme introduction. J'essaye de faire ça, ouais. De mettre les personnes qui viennent me rencontrer un peu à l'aise, puis faire des petites blagounes. Tu sais, j'ai fait mettre en lumière, là. Il y a un petit jeu de mots. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, c'est pour briser la glace, voilà. Comme j'ai mentionné, plusieurs identités autour du personnage Lumière. T'incarnes justement, tu sais, comme le multi-instrumentiste, tu joues avec des bands comme Bon Enfant, puis t'as aussi ton projet personnel Lumière, qui est un peu comme ton genre d'alter ego rockstar que j'ai comme eu l'impression de comprendre de par qu'est-ce que j'ai lu. Dans ton dernier album avec Lumière qui s'appelle Glam, tu racontes un peu l'histoire d'un gars en quête de succès et de rock qui déménage de la campagne, pour aller vivre de sa musique à Montréal. C'est quand même gagner un peu le succès, la gloire à travers la musique rock. Puis je me demandais, est-ce que l'histoire que tu racontes dans Glam, est-ce que c'est l'histoire de Étienne Côté, d'une certaine manière? Ouais, 100%. Ouais? Ouais, on dirait que plus ça va, là, l'alter ego, le personnage, je veux pas complètement abattre cette intention-là de représenter quelqu'un qui ne soit pas moi. Ouais. Qui soit un personnage, mais en fait, je me rends compte que c'est juste un prétexte, finalement, pour être moi-même. OK. On parle souvent il faut se donner le droit d'être qui on veut. Ben, moi, le fait on dirait de me maquiller, mais j'ai toujours aimé ça, je pense, me maquiller. Je le faisais quand j'étais jeune, en cachette. Mm-hmm. Mais bon, est-ce que j'allais me donner le droit de le faire? Non, donc ça m'a comme pris un personnage, en fait. Puis ce qui faisait en sorte que là, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix d'incarner quelque chose de fort. Une personne qui n'a pas peur, ou du moins qui affronte ses peurs. Et puis qui donne un peu cet exemple-là qu'on peut être qui on a envie d'être. Mm-hmm. Puis la scène, c'est vraiment l'endroit par excellence pour donner envie aux gens de s'émanciper, de chanter, de c'est comme un peu crier comme si on... surréel, genre. C'est comme pour genre faire un spectacle, c'est un peu comme un surhomme quand mettons t'embarques sur scène puis tu fais tes chansons et tout, genre, puis comme ça crée un peu cette aura, genre j'ai l'impression un peu comme personnage puis rockstar. Fait que j'imagine ça va un peu dans le sens de justement comme être plus que toi, genre, puis comme émanciper cette partie-là de toi, peut-être, genre. Ouais, exactement. Ben la scène c'est l'endroit par excellence pour performer. C'est permis de le faire, c'est convenu comme ça. Puis ben moi j'utilise la scène pour performer, pour inviter parfois l'imprévu. J'aime beaucoup ça quand il y a des choses imprévues qui se passent. On dirait que c'est là que la magie opère. Tes shows sont-tu pas mal écrits ou justement tu laisses place à l'imprévu dans le sens genre qu'est-ce que tu veux dire l'imprévu en show en fait? Ben j'aime ça me donner un cadre clair, mais l'imprévu ça peut être d'ordre technique. OK. Ça peut être aussi une réaction de quelqu'un dans la foule. Ouais. Ça peut être une erreur, un oubli de parole, juste comme qu'est-ce qui va se passer après ça. Ouais. C'est ça qui importe. ouais. Puis de pas rester là-dessus finalement, de faire en sorte que mais finalement ça me dérange pas, ne vous inquiétez pas, public, je suis en contrôle de la situation. Ouais. Parce que pour le public ce qui pourrait être très malaisant
d'ailleurs, j'ai étudié ici là, en percussion classique. Et parfois, on avait à être évalué devant jury. Là, on interprétait des pièces. Puis il y avait un jury qui était là. Parfois, il y avait du public aussi. Donc, ça m'arrivait d'aller voir des récitals. Puis, ben, c'est hyper stressant. Ouais. Parce que l'imprévu dans un récital, c'est pas vraiment ce que tu souhaites. Dans le classique, je veux dire, on interprète la partition, les notes sont là, tout est clair. Le plus fidèle à qu'est-ce qui est écrit. Aussitôt que tu mets une note à côté, ben c'est pas bon. Mm-hmm. Puis tu peux pas improviser après, je veux dire, c'est comme... tu peux pas rattraper noir, ou genre l'accorder. C'est blanc, c'est ça. Fait que... L'adresser. Mon Dieu, ce que je veux dire, c'est que en tant que public, parce que j'allais voir qu'est-ce qui se passe un peu, Mm-hmm. et puis en tant que public, c'est vraiment exigeant d'aller assister à ça quand on sent que l'interprète est en situation de stress, est vraiment anxieux, il tremble. Moi, en tout cas, mes mains avaient tendance à se serrer vraiment, vraiment fort, un peu comme si je vivais à travers la personne qui était là, son stress. Mm-hmm. En tant que public, tu veux dire? Ouais. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui donne cette impression-là. Parfois, il y a des gens qui arrivent avec une certaine assurance. Ben, quand les professionnels coup, ont la confiance, l'expérience est différente. Là. tout d'un coup, c'est la détente. Mm-hmm. On se sent en confiance. Puis on commence à pouvoir apprécier, on dirait, davantage le spectacle. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer. Ouais. Fait que c'est un peu ça l'idée. C'est de donner comme cette impression-là, claire, que le spectacle est entre bonnes mains. Puis peu importe ce qui arrive, ça va continuer. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ça, moi, l'idée. Puis ouais. j'aime ça, me laisser une certaine marge d'improvisation. C'est-à-dire que tout n'est pas écrit. Puis des fois, je sais que je vais trouver la chose à dire à ce moment-là. Puis je me fais confiance. Dans l'album Glam, quelque chose que je trouve qui est assez singulier, c'est le fait que le personnage... ben, je dis personnage... C'est correct. Ouais. Ben, lumière. Ouais, okay. Vas-y. Son point de vue, c'est un peu comme extérieur à la vie de Rockstar. J'ai l'impression qu'il va vraiment venir comme décrire la vie de Rockstar. Il va vivre la vie de Rockstar, mais il va avoir vraiment son opinion par rapport à cette réalité-là qu'il vit peut-être, pas encore, peut-être, ou peut-être à ce qu'il aspire. Mm-hmm. Je me demandais, toi, personnellement, quand venait le temps d'écrire les paroles, c'était quoi ta vision de la Rockstar? Qu'est-ce que tu voulais dire par ces paroles-là? Mm-hmm. Cette vision-là? Ben, c'est extérieur, mais aussi, en même temps, très intérieur. Ouais, ben c'est très ça joue sur différents plans. Mettons que si on était au cinéma, là, il pourrait avoir comme 3 plans. C'est-à-dire que, par exemple, la chanson Glam, c'est vraiment l'histoire du musicien qui se réveille, sûrement qui a passé la nuit debout, je sais pas quoi, tu sais, on imagine une vie quand même rock'n'roll, pas très paisible. Ouais, c'est ça, puis il se réveille, il est déjà en retard, il a rien mangé, il a le plus gros show de sa vie le soir, où il va falloir qu'il performe, il a pas le choix. Ben, comment il se sent? Comment il se sent à l'intérieur? Comment la perception du public va l'affecter? Mm-hmm. Donc, c'est ça à l'extérieur. Puis comment il va faire pour s'en sortir? Pour joindre ces deux univers-là, c'est-à-dire faire en sorte de donner quelque chose, d'extérioriser cette affaire-là, puis de le donner au public, puis de créer une symbiose ensuite. Fait que, oui, il y a beaucoup ça. Moi, je pense que j'avais envie de parler de cette réalité-là. Du fait que d'être musicien, ben c'est un travail, c'est quelque chose qui est pas toujours facile. J'avais envie de faire tomber un peu... qu'on se retrouve en coulisses, en fait. Ouais. Comme vraiment. C'est pas dans le stéréotype de la rockstar qui est gentil, est au-dessus de tout puis tout va bien. Genre, exactement. Je trouve les paroles dans cet album-là expliquent très bien genre la réflexion que, mettons, quelqu'un qui serait comme... qui vivrait ce genre de vie-là, des insécurités qu'il pourrait avoir, puis un peu comme les réalités. Tu sais, des fois, il est un peu comme anxieux quasiment, de comme, est-ce que ça va marcher? Est-ce que tout va bien aller? Totalement. Ça, je trouve que c'est un beau point de vue. Ouais, je trouve ça drôle aussi de dire carrément, genre,
en chantant la chanson, puis là, ben, on la joue, cette chanson-là, en live. Ouais. Genre de dire, ben, moi, c'est pas mon jour, ou de dire, j'ai donnez-moi de l'air, tu sais, aidez-moi, là, aidez-moi quelqu'un, tu sais. Ouais. Je trouve ça encore vraiment, je sais pas si je devrais dire ça, pertinent. Ouais. Faut que je l'assume. Il y a des soirs où, genre, mettons, la salle est vide pour vrai, puis je vais dire que la salle est pleine. Ouais. Parce que c'est ça que ça dit, la chanson. Ouais. Ou la salle est, il y a une autre chanson où ça dit, quand la salle est vide, briller devient pénible. Ben, là aussi, quand la salle est pleine, c'est tant mieux. Mais reste que, ouais, c'est ça. J'ai écrit ces paroles-là. Ça se passe en situation de show, mais après ça, il y a la réalité de chanter cette chanson-là. Je pense que ça marche quand même, là. Ouais. De toute façon, les gens écoutent-tu vraiment les paroles? Je pense que j'aurais tendance à penser que pour ce genre de musique-là, quand même. Ouais. Je veux pas te faire peur, là, mais comme, j'ai vraiment l'impression que, puis tu sais, je veux dire, je suis peut-être biaisé par l'écoute que je fais de la musique, moi, personnellement, mais quand c'est aussi tangible, que c'est des paroles aussi, tu sais, comme, c'est des paroles un peu comme dans la vie de tous les jours, tu sais, je veux dire, c'est poétique, mais c'est pas de la prose avec des figures de style complètement difficiles à comprendre de la première écoute, c'est des paroles qui parlent assez clairement. Dans ce sens-là, j'ai l'impression que ça fait en sorte que les gens vont plus avoir tendance à écouter les paroles. Puis, mais c'est tout à ton honneur parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est original, tu sais, selon moi. OK. Puis, j'ai l'impression que l'objectif de Lumière dans Glam, c'est un peu de comme trouver la gloire et le bonheur dans la musique, un peu, genre. Est-ce que, selon toi, tu y es arrivé? Non. Est-ce que c'est jamais? Est-ce que c'est une quête ou c'est un peu comme un rêve où tu cours après pour toute ta vie, genre? Ouais. Comment je le décris dans l'album, du moins, c'est vraiment une quête. C'est une recherche d'absolu, finalement. Ouais. Puis ça décrit une genre de courbe. C'est que parfois, puis on peut le transposer dans la vie. Je pense que n'importe qui peut se reconnaître là-dedans. Mm-hmm. C'est une quête de grandeur, de bonheur. Puis là, ici, il y a quand même un peu l'aspect j'aimerais devenir célèbre. J'aimerais devenir quelqu'un de populaire. Mm-hmm. Mais on peut se demander, et puis, quand on va y arriver, qu'est-ce qui va se passer si on y arrive? Ouais. Parce que à un moment donné, c'est quand que ça s'arrête. Ouais. C'est comme parfois avec le matériel, avec le confort, le fait de vouloir une maison, une famille, je sais pas quoi, mais tu sais, c'est quand à un moment donné que tu vas pouvoir te reposer sur ce pourquoi tu as travaillé si fort. Ouais. Ben, c'est une bonne question à se poser. Parce qu'à un moment donné, il faut comme profiter de l'instant présent aussi. Mm-hmm. Puis ce que j'essaie de décrire dans cette courbe-là, c'est que oui, mon personnage veut vraiment, vraiment fort quelque chose. Il se rend compte en cours de route que c'est difficile. Puis il fait plein de sacrifices pour y arriver. Mm-hmm. Puis après ça, il se demande si vraiment ça a valu le coup de faire tout ça. Puis que s'il serait pas mieux de finalement retourner en campagne, de retrouver ses amis. Ouais. De retrouver un peu comme la vie pure, genre. Très simple, tu sais. Ouais. Et ben c'est ça. Parce que des fois, on veut vraiment beaucoup quelque chose. On devient obsédé. Moi, ça m'arrive. C'est dans ma nature d'être vraiment comme... d'avoir un désir fort pour quelque chose. Ça peut être matériel ou un désir de rencontre. Puis finalement, quand j'y arrive, ben... plus je l'ai désiré, plus il y a des chances que je sois déçu ensuite. Ouais, ben parce que tu crées une hype que tu connais pas, en fait. Tu connais pas la réalité. Fait que tu t'imagines ce truc-là comme étant genre l'apogée du meilleur truc. C'est ça. Mais au final, quand tu y arrives, c'est pas nécessairement à la hauteur. Fait que c'est ça. C'est cette idée-là d'aller chercher toujours à l'extérieur de soi plutôt que de voir qu'est-ce qu'il y a autour puis à l'intérieur puis de faire quelque chose avec ça dans le moment présent. Mm-hmm. Ouais. Bon, on va écouter justement 2 extraits, je trouve, qui représentent bien l'album Glam. On va commencer avec la pièce Rock Band, qui est le premier titre de l'album, puis Petit Fruit. Je me demandais si tu pouvais juste nous parler un peu de qu'est-ce qu'on s'apprête à écouter.
Qu'est-ce que ça Rock Band, c'est vraiment mot pour mot là, ce que tu décris là, par rapport à mon personnage. Ouais. Donc, qui part de la campagne et puis qui veut aller en ville parce que c'est là qu'est le public, c'est là qu'est la scène, c'est là qu'il va trouver une façon de faire pour rejoindre le public, pour gagner en popularité. Mm-hmm. Il va faire les sacrifices pour. Puis c'est ça, c'est la première chanson de l'album. Ça, c'est Rock Band. Ça, il prend un rock band aussi, là. Ouais, c'est ça, il y a besoin de son rock band, puis on l'entend bien dans le ça. hook. C'est ça. Ça, c'est pour Rock Band. Petit Fruit, c'est lui qui tombe en amour avec un musicien, son idole, peut-être. Il va le voir en show, puis ils ont une aventure ensemble. Puis finalement, cette personne-là, très populaire, est en tournée mondiale, on va dire, puis le lendemain, repart au petit matin. Fait que c'était juste d'écrire une situation de rencontre où, là, c'est finalement, je suis face à la personne que j'ai envie d'être. Donc, je me mets à désirer cette personne-là, très fort. Je me rapproche. Et puis je vis la conséquence finalement, je vis ce que c'est pour l'autre de m'accrocher à un musicien. Ouais. Quelqu'un qui souvent aime beaucoup avoir de l'attention quand même. Ouais. Puis qui est très très volatile, c'est-à-dire qu'il est toujours parti. Ouais. La stabilité, c'est pas la force d'un musicien en général. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est une très mauvaise idée de tomber en amour avec un musicien. Surtout si vous êtes vous-même musicien et puis que cette personne-là est dans le même band que vous. Là. Ah. Au moins vous allez aller en même place. Ouais. En tout cas, il y a des exemples. Il y a des gens avec qui ça fonctionne. Là. Ouais. Mais bon, puis Petit Fruit, le titre de l'album, ça fait référence au plateau de fruits ou de légumes qu'on a dans les loges. Ouais. Puis qu'on souvent, ça nous fait mal au cœur de laisser ça là. Et donc, on ramène ça à la maison parce qu'on veut pas les laisser pourrir. Ouais. Mais ce qui se passe immanquablement, c'est que ça pourrit à la maison. Ils flétrissent vraiment très rapidement. Mm-hmm. Genre, juste en les déplaçant, souvent, ça devient une espèce de compote. Ouais. Et puis là, c'est de suivre un peu l'évolution de ce plateau de fruits-là qui finalement va être complètement pourri et plus mangeable au petit matin. Hey, j'adore ça. Je trouve, genre, le fait que ce soit un peu comme des histoires, genre chaque pièce, je trouve ça justement très fun à écouter. Donc, sans plus attendre, allons-y tout de suite avec Rock Band et Petit Fruit de l'album Glam de Lumière. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Rock Band et Petit Fruit de l'album Glam de Lumière. T'as fait paraître, en fait, en 2021, un album Ami Amour, qui était également un album à trame narrative. Je sais pas, on peut-tu dire que c'est conceptuel ou c'est plus juste comme, il y a une trame narrative, selon toi? Bonne question. Il y a une trame narrative, ça c'est sûr. Le concept suit la trame narrative d'une certaine manière. Ouais, concept. Je pense que c'est une espèce de brand, là, genre, qu'on aime bien apposer à nos albums. Ouais, c'est stylé. Moi, en fait, je sais pas comment je vais faire pour ne pas faire un album concept. Fait que là, à un moment donné, j'arrête de dire que c'est concept. C'est juste un album. Mm-hmm. D'ailleurs, les albums, ça a toujours plus tendance à se tenir. C'est moins une compilation, là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais avec Ami Amour, ce qui faisait en sorte que, je défendais l'idée d'un concept, c'est que il y avait un cycle, il y avait une histoire. Mais c'est ce que j'appelais le cycle de l'amour. Comme une genre de spirale où on commence quelque part, puis on vient exactement au point où on était, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des façons de décrire la vie comme des gens qui disent que c'est très linéaire, qu'on vit jamais les mêmes choses. Il y a d'autres gens qui vont dire, moi je pense que je suis plus de dans cette vision-là. J'aime croire que on va un peu revenir où on était exactement, mais ça sera pas pareil. Ouais, toujours un peu changé quand même. Toujours un peu changé. Et donc là, c'est ça, c'est le cycle de l'amour là. C'est genre, trouver le courage de sortir, d'aller vers les autres.
de fantasmer, de genre avoir du désir très fort pour quelqu'un, se rendre compte que cette personne-là, c'est impossible à rejoindre, n'est pas intéressée, est ailleurs. Finalement, tomber en amour comme ça avec quelqu'un, et puis tout d'un coup, ça se passe. Rupture, peine d'amour, et retour à l'amitié, parce que l'amitié souvent dure plus longtemps dans ces cas-là. Et se reconstruire, se refaire. Et puis trouver le courage de se retourner vers le monde à nouveau. Ouais. Fait que c'est encore une fois, c'est l'affaire de rotation, la vie qui va et qui vient, puis justement, chaque expérience dans justement la rotation. Là, c'est parce que là, on voit pas parce qu'il y a pas de caméra, là, mais on fait comme le cycle de la vie, tu sais, qui tourne, revient, mais un petit peu à côté, genre. Dans le sens où est-ce que justement, tu sais, tu vas comme te laisser emporter par une relation, revenir à vivre toute ta peine à la suite du truc, revenir à un stade où est-ce que là t'es bien avec toi-même, mais justement cette relation-là te fait évoluer à quelque part. Genre. Ouais, c'est vraiment beau ça. C'est vraiment beau tout ça. Puis dans cet album-là, il y avait des personnages aussi. Il y avait Briquette et Cristal. Tu veux-tu nous parler un peu en fait du rôle de ces personnages-là dans cet album-là? Ouais. Bon, je vais commencer par Briquette. Briquette, Daphné Brissette. Daphné Brissette, est-ce que j'ai besoin de dire c'est qui? On était dans le même groupe, ça s'appelle Canaille, ça existe plus, donc on peut parler au passé. Ensuite, on a commencé Bon Enfant. Et puis, bon, Daphné, on est très proches. Puis je la vois un peu comme ma sœur dans la vie. C'est quelqu'un qui, quand je veux avoir des petits bris de confiance, va être vraiment là pour me redonner du courage. Va souvent me donner un peu de validation, mais c'est la validation dont j'ai besoin pour continuer d'avancer. Ouais, comme une opinion plus objective par rapport à qu'est-ce que toi tu vis, genre. Puis me dire genre hey, genre c'est pas vrai que tu vas t'apitoyer, tu vas aller foncer. Donc puis c'est bon, quelqu'un d'assez c'est comme le feu là, bon, c'est quelqu'un d'assez incandescent, pas condescendant. Pourquoi incandescent? Ouais, il y a que toi qui as assumé que t'avais dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Puis aussi Briquette, comme une grande sœur, elle va me défendre quand il va y avoir des gens qui vont me faire du mal. Ouais. Ça c'est Briquette. OK. Cristal, c'est comme une force tranquille. Il y a comme une fragilité au premier abord qui se dégage de sa personne. C'est quelqu'un d'un peu tourné vers les sens. Et aussi les perceptions qui vont lui venir de l'extérieur. Donc, un esprit spirituel, un petit peu, une clairvoyance. Et puis, entre parenthèses, peut-être une relation entre ces deux personnages-là, entre Lumière et Cristal qui est suggérée dans l'album. Puis c'est ça. Ça, c'est comme plus, on est dans le monde du rêve, de l'inconscient avec Cristal. Mais c'est tout autant révélateur. En fait, c'est ça, le contact de Lumière et Cristal révèle quelque chose qu'on ne voyait pas. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Les deux personnages, je m'en suis servi comme des leviers. Fait que il y a comme clairement un coming out là dans cet album-là, je pense. C'est-à-dire de la part de Lumière, au sens où il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'émancipation. OK. Et puis de trouver la force d'aller vers les autres. Puis après, ça marche pas tout le temps. Puis c'est pas toujours des gens souhaitables que moi je vais désirer. Et donc là, c'est là que Briquette va réagir. Puis ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, comme dans cet album-là, j'ai l'impression, tu sais, justement, disons la quête, tu sais, autant dans Glam, la quête de Lumière, c'est un peu comme la gloire et la vie du rockstar, le succès. Autant dans cet album-là, Ami Amour, c'est sa quête, le message que lui vit,
c'est plus comme c'est comme le bonheur puis comme un peu l'amour inconditionnel genre. Puis je trouve que ça a un feel vraiment théâtral comme manière de voir ces albums là. Puis la question qui me vient en tête, c'est comment que tu adaptes ce genre de spectacle-là, ce genre de trame narrative, histoire-là, pour un show? En live? Quand on faisait le show Ami Amour, faut dire que Briquette et Cristal avaient chacune leur chanson solo. OK. Dans cet album-là, il y a beaucoup leur voix, tu sais. Il y a même des pièces où est-ce que je pense qu'ils chantent pas. Sont toujours là. Presque. Oui, c'est ça. Ils ont beaucoup de place. Des tunes. Ouais. Fait que dans le show, il y avait toujours un moment où, la parole était donnée à Daphné ou Naomi. Ouais. Ça se faisait très facilement. Ouais. Ça ça coulait de source. Y avait-tu une mise en scène? Ouais, toujours un peu de mise en scène, mais qui se place de façon assez naturelle. Il y avait des fois où mettons dans le défi de l'amour, c'est comme si ces deux personnages-là me parlent, arrivent dans ma tête, et puis là, peut-être ils s'avançaient, moi je les regarde, j'étais un peu happé par le fait qu'ils me disent un peu quoi faire puis qu'est-ce qui va arriver. Mm-hmm. Mais ouais, on dirait que ça allait de soi. La mise en scène, c'était comme une évidence. C'est comme si elle avait été pensée avant. C'est comme si dans la musique était inscrit à même la chanson, qu'est-ce qu'elle allait se passer. Quand t'as l'histoire, j'imagine beaucoup dicter la manière dont le truc va prendre place, d'une certaine manière. Là. Mm-hmm. Puis ça, c'est une autre question que je me pose, puis ça doit avoir un certain lien là-dedans. Pour faire un album qui a comme un peu un message en sorte de ligne directrice, est-ce que tu écris ton album comme en ordre chronologique, dans le sens où est-ce que tu composes la première chanson qui sera la première chanson sur l'album, puis dans ton processus de composition, tu passes par chaque pièce dans l'ordre que finalement l'album existe? Pas vraiment, non. C'est comment tu fais d'abord pour assembler l'histoire? Ce que j'ai fait jusqu'à date là, qui se tient en album là, c'est vraiment en pièces détachées. OK. Que ça arrive, que ça se présente à moi. Puis je pense que peut-être ma force, c'est de créer des liens puis de justifier que cette chanson-là vienne avant l'autre. Je comprends, ouais. Puis oui, les chansons arrivent en pièces détachées, je les assemble, mais aussi après, je vais modifier certaines choses à l'intérieur des chansons pour renforcer les liens entre elles. Ouais. Fait que après ça, je vais comme créer dans un album dans l'ordre. Puis après ça va être assez facile parce que ça devient une contrainte. Puis quand on est en création, souvent la contrainte c'est quelque chose de bénéfique, quelque chose qui nous aide beaucoup. Ouais. Fait que je pense que le plus dur c'est de sortir une tune au départ, d'essayer de comprendre c'est quoi, puis qu'est-ce qui va suivre. Mais en même temps, faut pas trop penser à ça. Faut peut-être juste comme écrire des tunes. Puis ça vient de toi, ça vient de la même personne et donc il y a des chances qu'il y ait un lien. Il y a des chances qu'il y ait un lien, il y a des chances que tu aies envie de parler de quelque chose qui te préoccupe ces temps-ci. Fait que ça va être facile de créer des liens. Ouais. Après, c'est d'enrober ça, de créer une histoire, un décor, autour. Mm-hmm. Mais ça, c'est le bout de le fun. Ouais. C'est comme un peu externe à la création musicale, fait que comme ça. Ouais. Puis déjà t'as tous les morceaux, fait que comme ça. Des fois il te manque des morceaux. Ça t'es-tu déjà arrivé de devoir créer mettons une pièce pour faire comme une genre de colle entre deux morceaux? C'est ça. Ah ouais. Puis là ça c'est intéressant. Quand tu prends conscience du manque, genre dans ton histoire, dans ton édifice que t'es en train de vouloir mettre, de construire. C'est comme, aussi, c'est un genre de cadeau, là, de la contrainte. Parce que, moi, ce que je trouve très difficile, c'est de trouver les mots. Et puis là, souvent, les mots vont être beaucoup plus faciles à trouver. Parce qu'il faut les dire. Il y a une nécessité. C'est ça qui est difficile avec la création, si je parle pour moi, c'est de sentir que c'est nécessaire de dire quelque chose. Ouais. Parlant de musique, tu m'as donné 2 pièces qui t'ont inspiré en tant qu'artiste. Il y aurait Diane Dufresne et France Gall.
Plus précisément, de Diane Dufresne, il y a la pièce En écoutant Elton John. Ouais. Et de France Gall, il y a Comment t'en apercevoir. Je me demandais de quelle manière, puis juste avant qu'on en parle, j'ai écouté ces pièces-là, directement j'ai reconnu d'une certaine façon. Je trouvais peut-être plus des pièces dans glam, mais comme l'esthétique en tant que telle, genre on dirait je comprends que ça t'a inspiré, mais je me demandais de quelle manière plus précisément ces pièces-là t'ont inspiré pardon. De quelle manière? Faut dire que ça m'a inspiré précisément pour glam. J'écoutais beaucoup ça à l'époque où genre j'étais en réflexion par rapport à ce projet-là. C'est un moment où je me suis mis à jouer beaucoup de piano. Okay. Le piano, c'est mon premier instrument, mais je l'ai comme délaissé pendant un moment. Je composais davantage à la guitare. Puis là, je suis revenu au piano. Puis en écoutant Elton John. Elton John, c'est un pianiste. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Je m'inspire quand même beaucoup de lui pour glam. Puis en écoutant Elton John de Diane Dufresne, je trouve que c'est vraiment une chanson parmi des chansons que je trouve assez parfaites, si on veut. Tu sais, il y a des chansons comme ça que des fois je me dis j'ai rien à dire. Ouais. Puis c'est ça, en écoutant Elton John. Puis c'est des paroles de Plamondon, c'est droit au but, ça parle avec les mots qu'on utilise tous les jours, ça a un effet de proximité dans lequel on se sent impliqué automatiquement. Diane Dufresne, c'est un peu de désinvolture, c'est un peu genre un cri du cœur, c'est excentrique. Moi, je pense que c'est tout ça. Puis Elton John, je trouve ça cool qu'il soit là dans cette chanson. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en écoutant Elton John? Peut-être, je pense qu'ils font l'amour là-dedans, je sais pas. En écoutant Elton John. Ouais. Qu'est-ce que je trouvais qui était bien, c'est le fait que tout le monde peut s'identifier aussi à ça, genre. Ouais. Tu sais, c'est vraiment comme, en écoutant Elton John, tu sais, ça pourrait être, tout le monde a écouté Elton John, tout le monde a déjà vécu quelque chose quasiment en écoutant cette musique-là, genre. Puis le fait de, justement, l'amener dans un contexte de musique, je trouve que ça permet vraiment à l'auditeur, auditrice, de vraiment s'identifier, comme encore une fois, à la personne qui chante, parce que c'est tellement familier, genre. Ce que ça dit, parce que ça me paraissait une évidence là, de donner cette chanson-là. Viens pas me parler d'amour, mais fais-le moi. Ouais. C'est ça que ça dit dans la chanson. Ouais. Genre, arrête avec tes histoires rationnelles. Ouais. Genre, on écoute une chanson, on a du fun, puis arrête de parler, puis... Devenons tangibles. Ouais, c'est ça. Passons à l'acte. Ouais. Tu sais, c'est ça. Puis sinon, il y a France Gall. France Gall, la chanson, c'est quoi le titre déjà? C'est Comment t'en apercevoir. Je la trouve vraiment, vraiment particulière, cette chanson-là. Comment c'est composé. Ouais. Donc, c'est tiré du premier album de France Gall, sorti en 1976. Faut savoir que France Gall était une interprète jusque-là. Avant l'apparition de ça? Avant l'album France Gall, qui était comme son 11e album. OK. Mais avant, elle avait travaillé avec Gainsbourg, elle avait interprété des choses. Je savais pas ça. Elle avait comme eu des très grands succès avec ses chansons, mais en tant qu'interprète. Puis elle a rencontré Michel Berger, qui était à ce moment-là producteur, mais qui est compositeur, pianiste, parolier. Donc, d'ailleurs, ils ont formé un couple. Puis c'est lui qui a réalisé cet album-là. Je pense qu'il lui a écrit des chansons. Et puis, Comment t'en apercevoir, c'est Michel Berger qui l'a écrit. On peut vraiment bien reconnaître son style là-dedans, qui me touche beaucoup. Moi, j'adore Michel Berger. C'est d'ailleurs lui qui a écrit Starmania avec Plamondon. Là, on va en entendre parler beaucoup prochainement. Là. Attendez-vous à ça, parce que ça s'en vient à Montréal. De quoi donc? Starmania. Ça existe encore? Je sais même pas. Bien sûr, ouais, ça existe. Aux 10 ans, là, ça repart tout le temps, Starmania. Il y a eu différentes productions, genre, qui ont repris l'histoire, mais de façon différente. Ils ont changé les costumes. Mais ça marche autant qu'avant, c'est d'actualité, c'est très très beau. C'est très très touchant, il y a des chansons tellement belles là-dessus. Puis ils vont faire ça à la Place Belle à partir du 6 août. Cool. Fait que faut ça savoir qu'on se met dans le thème. Ouais, c'est ça.
Michel Berger il est derrière ça. On entend beaucoup parler de Plamondon par rapport à Starmania, mais Michel Berger il a composé toute la musique. Ouais. Fait que c'est ça, grande influence pour moi. Wow. Puis France Gall, ben c'est une voix. Ouais. Très, très unique. Une voix vraiment unique. Ouais. Donc, on s'en va écouter ça de ce pas. On va commencer avec En écoutant Elton John de Diane Dufresne et Comment t'en apercevoir de France Gall. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce En écoutant Elton John de Diane Dufresne et Comment t'en apercevoir de France Gall. Je suis avec Lumière et j'ai demandé au public de te poser des questions. J'ai tellement hâte. Dont je serai le messager. Donc, on va se lancer tout de suite avec la première question. On a quelqu'un, je pense, qui est très fan de la pièce Sur un banc de l'album Glam. Ouais. Il se demandait, en fait, c'est quoi le contexte de création de Sur un banc? La question, c'était la manière qu'il l'avait demandé, c'était comme, comment parviens-tu à écrire quelque chose de la sorte, genre? Ah ouais. Ben, cette chanson-là, je l'ai écrite, j'étais à Paris. Il y avait un festival, me semble, à la Maison de la Radio, Radio France. Puis j'étais comme entre deux shows. Je me demandais si j'allais rester ou si j'allais partir. Je me suis installé, c'est sur le bord de la Seine. Et c'était la pleine lune. Il y avait une belle brise. Puis j'ai regardé couler la Seine. Puis j'étais assis sur un banc en pierre, en dessous d'un arbre. Donc, on peut retrouver des mots clés dans la chanson qui nous indiquent que j'étais là. Je mangeais une pomme. Puis je me posais des questions. Le refrain, ça dit « Parfois j'ai tort d'avoir raison ». Ça veut dire que, parfois je me suis obstiné à croire que j'avais raison, alors que j'avais tort. Mm-hmm. C'est extrêmement humiliant. Et puis c'est la honte. Mais c'est nécessaire. Je sais plus ce que je vivais à ce moment-là. Ouais. Puis c'est très masculin aussi, là, cette attitude-là. De te convaincre que t'as raison, genre? Mais comme de... Ouais, de comme pas laisser place à la possibilité. Ouais. Que ce soit l'autre qui ait raison. Ouais. Que ce soit pas toi, finalement, qui a toujours la vérité absolue. Faut comme... C'est bien de prendre conscience de ça. Puis on dirait que je sais pas qui donc était autour de moi qui me donnait cette impression-là. Peut-être que c'est même moi qui vivais ça. Mais clairement, je réfléchissais à ça. Mm-hmm. Puis je me souviens que les premiers mots sont venus tout seuls. Mais les premiers mots concernent le banc du parc sur un banc, j'attends que passe le temps. Ouais. C'est ça. Puis je trouvais aussi dans l'évolution de la pièce, genre tu sais, je trouve que ça fait c'est très en courbe d'intensité, tu sais, ça commence de, tu sais, littéralement, tu sais, c'est quasi que la voix, puis plus ça avance, plus genre il y a comme une atmosphère qui s'installe, puis tu sais, ça build pas mal. Je trouvais ça justement, c'est une pièce assez marquante, j'aurais tendance à dire, de l'album. Ok, là, juste mise en contexte. Dans Bon Enfant, tu joues du drum. Ouais. Tu fais la voix aussi. Puis la question, c'est est-ce que c'est vrai que c'est dur de chanter et de jouer de la batterie en même temps? C'est vrai. C'est vrai, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la voix, c'est pas carré carré tant que ça. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, tu me donnes une bonne piste là, pour répondre à cette question-là. C'est qu'il y a comme deux mondes ici qui doivent cohabiter ensemble. Mm-hmm. Puis le cerveau est occupé à tenir un beat, donc c'est vraiment tu sais, soit c'est parce que tenir un beat, c'est comme ça demande un certain soutien, une concentration, une rigueur, une concentration rythmique, et donc là tu peux pas vraiment t'affaisser. C'est-à-dire que si ta tête part en envolée lyrique. Si t'es en train de penser à quelque chose ou encore t'es occupé à essayer de chanter juste, ouais. Ton attention va diminuer pour ce qui est de t'occuper du rythme, du beat. Mm-hmm. Puis là, tout le monde compte sur toi. Fait que des fois, tu t'en rends pas compte. Quelqu'un va te dire, hey, c'est juste que là, quand tu chantes le refrain, ça drague. Ça marche pas. Ouais. Tu ralentis ou t'accélères. Fait que oui, c'est tough parce qu'il faut vraiment rester aux deux endroits en même temps. C'est-à-dire que tu chantes ton back. Ça, c'est des backs que je fais là. Je lis pas de chansons avec Bon Enfant.
chanter ton bac, mais rester dans la musique. Ouais. Fait que ce qui va faire que ça fonctionne, c'est vraiment que les deux participent à la musique, que ça reste de la musique, puis que les deux soient dans le même sens intentionnel. Mm-hmm. Je sais pas si c'est clair. Mais il y a une histoire de coordination aussi entre les membres, là. Ouais. Qui fait que, mettons que tu chantes quelque chose qui est rythmé, mais souvent c'est ça, c'est ce que tu vas chanter avec ta voix, non seulement c'est une note à chanter, mais c'est une hauteur de note, mais c'est un rythme. Puis c'est là que des fois ça va être un peu ça va tirailler un peu, ça va tirer, puis là ça va faire en sorte que ton cerveau est hyper sollicité. Ouais. Et donc il faut savoir détacher. En même temps, il faut savoir détacher ces deux affaires-là, il faut savoir les assembler ensemble pour rester dans la chanson, rester dans le tempo. Ouais. C'est une bonne question. Puis je continue de le pratiquer parce qu'avec Lumière, on a une formule trio que j'aime vraiment beaucoup, dans laquelle je chante puis je joue le drum. Mais là, étant donné que c'est moi le drummer et le chanteur en même temps, les autres ont vraiment pas le choix de me suivre. Évidemment, on fait ça ensemble, mais ce qui fait que ça crée quelque chose de très solide. C'est étonnant. C'est comme une espèce de... Si tu décides de faire un punch sur un mot, ben ton mot, il va tomber exactement au bon endroit parce que c'est toi qui le fais, le punch. C'est toi qui es en contrôle de ça. Ouais. Et fait que c'est comme vraiment, vraiment cool. Ouais. Je continue à pratiquer ça puis à vraiment aimer ça. Même si c'est tough, même si c'est super exigeant. Ouais. Puis c'est vraiment pas tout le monde non plus. Tu sais, je pense que c'est quand même une affaire qui est assez unique. Ben, pas unique comme si c'était le seul au monde, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est coutume. Ouais, c'est moins courant, mettons, qu'un chanteur... guitariste ou claviériste. Ouais. Ton festival de musique préféré? Au Québec? La question stipule pas. Au Québec, la noce. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai l'impression que cette réponse-là revient de plus en plus souvent. La noce, c'est pas trop gros. Y a personne qui joue comme en même temps. Tu sais, les bands tu passes d'une scène à l'autre, t'es sûr de rien manquer. C'est super créatif au niveau de la mise en place. Autant le décor que genre les événements, surprises, les afters. Il y a beaucoup c'est très conceptuel. Ouais. Puis de faire un festival autour de la célébration de l'amour, c'est-à-dire que la noce célèbre des mariages, c'est un peu ça la genèse qui était à la base du projet, festival. Ouais. Fait que tu peux te marier pour 5$ ou 10$. Je suppose que ça augmente comme tout là. Puis t'as les alliances en plus, puis t'as quelqu'un qui célèbre ton mariage. T'as de la musique, t'as le chapiteau, t'as tout ce qu'il faut pour célébrer un mariage, ça te coûte 10$. Je trouve ça c'est un cool concept. Ça merveilleux, puis au niveau de, tu sais, comme c'est implanté aussi vraiment bien dans la communauté au Saguenay. C'est très important au Saguenay, au lac, la famille, le mariage aussi, c'était des grands mariages, des grandes familles. Fait que là, c'est vraiment inscrit un peu dans la culture, puis le territoire là-bas. Fait que je trouve ça vraiment cool, ce festival-là. Vraiment, vraiment. Fait que, il y en a plein d'autres, hein. Ben oui, naturellement. Mais le concept de cela, puis j'ai l'impression... c'est justement, l'aspect de l'amour et comme le concept derrière comme cet événement-là crée vraiment cette atmosphère-là. Puis moi, personnellement, j'y ai jamais été. Ah, faut que tu y ailles, là. Je sais. C'est mes plans d'y aller cet été, pour la première fois. Mais... Noce de Chypre. Bon, on va y aller avec une dernière question. Mettons, là, si t'avais une machine à revenir pour voyager dans le temps, avec quel rockstar aurais-tu voulu collaborer? Sans nécessairement qu'il soit morte ou peu importe. Ouais. Ça peut être encore du monde qui sont en vie, là. Nico, je pense. Nico? Ouais. Qui est Tu connais les Velvet Underground? Ouais. Ouais. L'album avec... il y a un album avec Nico. Il y a l'album aussi avec La Banane que Nico chante dessus. Mais j'adore sa voix. Je trouve ça vraiment, vraiment touchant, cette voix-là. C'est ça. Chelsea Girl. Est-ce que c'est de Velvet Underground, je crois. Puis elle a fait des albums solo par la suite. OK. Je la trouve vraiment touchante. OK. C'est comme, c'est ce qui me vient spontanément, là.
Ben oui. Puis le spontané, en général, c'est le cœur d'une idée. Ouais. On s'en va écouter un segment musique. Encore une fois, 2 pièces qui figurent sur l'album Glam. Il y a Chanson en péril et Rock Steady. Veux-tu nous parler un peu de l'histoire de ces 2 pièces-là? Ah ben, Chanson en péril, c'était... c'est venu d'une intention de manifester quelque chose. Fait que c'est comme un peu sous forme d'un manifeste. OK. Ce que ça dit, c'est que je me reconnais pas dans ce que j'entends de la musique actuelle. Non pas dans les groupes, les artistes qui m'entourent sur la scène émergente, mais quand j'écoute la radio FM, la radio commerciale, je comprends pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je comprends pas que ce soit une majorité de la population qui écoute ça. Puis je sais pas trop comment réagir à ça. Ouais. Faut-tu essayer de composer de la musique dans ce style-là, dans l'intention de jouer sur ces radios-là? Il y a des gens qui le font, puis parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Fait qu'on peut penser que c'est comme un piège de composer pour être entendu sur ces stations-là. Bon, après, il y a plein de musique anglophone, puis on est comme vraiment sous-représenté. Après ça, ça parle de suremballage, ça parle de comme... Je vais utiliser un terme anglais. Non, même pas. C'est comme... Bien joué. Genre, c'est parce qu'on s'attarde beaucoup à la production aujourd'hui. Mettons, depuis plusieurs années, c'est facile d'enregistrer de la musique dans ta chambre avec une carte de son, puis des plugins, puis let's go. Et on passe beaucoup de temps, dès le départ, à mixer, puis à finalement travailler sur le son, et non pas la parole, le message. Puis ça, je déplore ça quand même un petit peu, parce que c'est quelque chose qui, moi, je donne beaucoup d'importance à ça, aux paroles. Puis je trouve ça vraiment difficile, je trouve ça souffrant, c'est quelque chose dans le processus créatif qui moi, me met pas bien, mais par contre, au final, je vais vraiment être fier une fois que je suis capable de faire un pas de recul puis d'apprécier ce que je viens de faire, ce que je viens de créer. Pour moi, c'est la chose la plus satisfaisante qu'il y a pas. Je peux passer comme une semaine complètement torturé à essayer de finir une chanson. Je parle des paroles. Puis après ça va me donner comme un mois de bonheur. Tellement ça va m'avoir coûté cher. Ouais. Mais ça coûte rien au final, tu sais, je veux dire. Mais c'est dur de sortir. Mais je pense que c'est pas à négliger. Puis malheureusement, je pense que on le néglige parfois parce que c'est plus facile de se plonger dans un mood, une vibe de musique. Puis là, ça roule, puis là, on construit quelque chose, puis on trippe. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? On ne sait pas vraiment. Puis là, quand vient le temps d'écrire les paroles, ben là, on a envie de finir la chanson. On a envie que ça sorte, parce que là, la musique est prête. Je suppose, puis je pense que c'est ça. Puis moi-même, je l'expérimente, cette affaire-là. C'est que là, on va sacrifier un peu la qualité du texte au détriment de ce que va devenir la chanson. Puis moi, ça m'accroche. Parce que j'écoute tantôt, on disait, je pense que c'est un peu ironique, mais je me demandais si les gens écoutaient les paroles. Ben, je pense que oui. Puis même s'ils écoutent pas les paroles, on ressent quelque chose. Quand t'es en train de dire amour, tu le dis pas de la même façon, avec la même émotion. Quand tu vas dire haine, c'est normal. Fait que, pour moi, c'est super important de sentir son texte pour pouvoir le porter. Ouais. Fait que c'est ça, c'est Chanson en péril, c'est un grand manifeste. Aussi, on réfère aux années passées. Ouais. On réfère à une époque où il y avait des équipes complètes qui travaillaient sur un album. Il y avait comme tout était séparé, avec le parolier, il y avait le producteur, le compositeur, l'interprète, tout le monde le chef d'orchestre. Puis là maintenant, c'est un peu ça au final. La conséquence directe, c'est que en ayant plus ces équipes-là, l'artiste se retrouve à faire toute la musique, à aussi
un peu vouloir le crédit sur tout, parce que c'est vrai que c'est lui qui est le créateur pas mal de la musique, des textes, des arrangements, tout ça. Mhm. Et on a du mal à demander de l'aide, mais parfois, faut pas se gêner pour demander de l'aide, pour relire nos textes, pour revoir nos mix, whatever. Ne pas être avare de ce qu'on compose, puis d'être plutôt dans le partage, puis dans un peu demander de l'aide. Ouais. Parce que c'est vraiment C'est qui est bénéfique, cool. c'est qui est bénéfique au final. Tu sais, je pense Ouais. d'avoir une opinion externe, ça t'aide à mieux comprendre aussi la manière dont les gens vont réagir à qu'est-ce que toi tu proposes, tout est 100% biaisé par rapport à ta propre interprétation C'est de ça. n'importe quoi, là. Puis moi, par expérience, tout s'est mis à couler ensuite. Du moment que je me suis ouvert, que j'ai ouvert, que j'ai fait voir ce que j'avais créé à quelqu'un d'autre, et donc il y a comme une ouverture vers l'extérieur. Puis ensuite, c'est vraiment plus grand ce que ça donne, Mhm. au final. Puis Rocksteady. ben ça c'est la chanson qu'on a composée vraiment sur le fly. Je savais que je voulais faire une tune plutôt du côté du punk. Ouais. Je Une voulais tune que ce qui soit... se démarque en termes de dynamisme dans l'album, là, quand même, là. Ouais. Puis en anglais, écoute, on utilise uniquement des termes qu'on dit beaucoup trop en studio quand on enregistre. C'est tout en anglais. Et c'est pour ça que la chanson est Ça en s'appelle anglais. Rocksteady, ouais. C'est tight, c'est big, c'est fat, c'est genre, c'est heavy. On dit tout le temps ça. Ça fait partie de notre vocabulaire. Fait que genre, c'est juste ça. Juste ça, puis bon, les musiciens savaient pas qu'est-ce qui allait arriver ce jour-là. Moi non plus. On l'avait jamais pratiqué. Puis ce qu'on entend sur l'album, c'est la take 1. Ah ouais? C'est la meilleure. Ah, cool, ça. C'est la take 1. Du moment que le son était placé, 3-4, let's go. On a comme tout donné. Tout ce qui est venu après, c'était moins bon. Ah. Fait que très old school encore dans la démarche, genre. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ben, on s'en va écouter ça, Yes. pas. Allons-y, donc, Chanson en péril et Rocksteady de Lumière de l'album Glam. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Chanson en péril et Rocksteady de Lumière. Étienne, un gros merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Hey, ça fait plaisir. Quels sont tes objectifs de l'année 2024? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, je pense que j'ai envie d'évoluer, de progresser comme tout le monde au point de vue là c'est très personnel là, ce que je veux dire. Ouais, au niveau de comme l'acceptation, puis c'est toujours quelque chose auquel je pense. Aussi l'idée d'affronter ses peurs. Jamais facile, mais on a tout à gagner. Souvent, c'est en lien avec la communication. De dire quand il y a quelque chose qui nous rend mal à l'aise, quand quelqu'un a dit quelque chose puis ça nous a rendu triste, oser le dire. Après, on ne peut que se sentir mieux. Puis l'autre personne, ça permet aussi de assainir comprendre. nos rapports. Ouais, 100%. Ouais, ça. Puis après ça, du point de vue musical, ben, ouais, ça continue. Je pense que le 3e album se dessine au loin. Je suis vraiment pas pressé. J'ai envie d'aller ailleurs. J'ai envie de d'abord explorer, me mettre aucune limite. Fait que je pense qu'on va vraiment être là-dedans en 2024. L'exploration sans limite. Ouais. Puis les spectacles, y a-tu une tournée ou quelque chose de la sorte en termes de justement pas la promotion, mais comme le... Il y a différentes la mise choses en là, scène, dont on est en train de parler. Ben, c'est l'été qui s'en vient, fait qu'évidemment, on a quelques shows quand même. Voilà. Il y a le festival que j'aurais pu nommer tantôt, c'est Colline. OK. Un très beau festival Ouais. à Lac-Mégantic. Ouais. La programmation est sortie, je sais pense que non. Fait que... Peut-être le jour où est-ce que l'épisode va sortir, par contre. Ouais. Mais... Si j'ai encore de la voix, d'ailleurs. Ouais. Pas comme si j'avais un show demain. Il est temps que ça finisse ton émission. On a beaucoup trop parlé. Ouais. Mais c'est bien. OK, fait que puis aussi quelque chose qui se dessine au niveau spectacle, c'est peut-être un plateau double avec Alex Burger. Cool. Mon très cher ami. Peut-être ça va être à travers le Québec, mais pour l'instant on vise Lac-Saguenay. Fait que c'est ça. Splendide. Pour te suivre, les meilleures méthodes, j'imagine, réseaux sociaux, c'est un peu Insta. la plateforme de C'est prédilection. ça, on se communique là-dessus. Genre, je réponds à tout le monde, pour vrai. Écrivez-moi.
Ça va me faire plaisir. That's it. Ben, le lien de toutes tes plateformes sont dans la description, donc allez cliquer là-dessus. Je m'appelle Joël Pierre Faneuf, vous écoutez En accord avec le son. J'étais avec Étienne Côté de Lumière. Encore une fois, un immense merci d'avoir été avec moi. Ça fait plaisir. Puis bon show demain, puis à la prochaine. Au revoir. Merci.